Si vous n'avez pas fait une overdose complète des contenus traitant de ChatGPT et des Large Language Models, vous avez peut-être suivi à quel point, semaine après semaine, ces mystérieux robots parlants sont passés de sympathiques joujoux permettant de buzzer sur Twitter à de réels outils vraiment utiles. Par exemple, ça, c'est un bot qui permet de poser des questions à n'importe quel projet sur GitHub. Par exemple, vous voulez savoir comment fonctionne Google Chrome? Et pas de problème. On cherche et on demande à Cody. Pas de doute donc, les LLM peuvent déjà automatiser beaucoup de tâches que les devs avaient toujours fait manuellement jusqu'ici. Mais assurément, ça ne va pas plus loin. À tous ceux qui expliquent que c'est la fin des programmeurs humains sont des ignorants. Gagner du temps éventuellement, mais remplacer totalement les développeurs, c'est impensable. C'est la défense très sûre d'elle qu'on a beaucoup entendue sur Twitter de la part de certains devs, quand tout le monde s'extasiait des performances en code de GPT-4 ou Starcoder. Alors, pour tenter de répondre à cette question une fois pour toutes, j'ai eu l'idée d'une expérience. J'ai préparé l'exercice de code suivant. Le but est de créer un mini-jeu de QCM en 2 heures. Aucune contrainte technique, pas besoin de sécuriser l'accès aux réponses, et la liste des questions est fournie à l'avance avec la bonne réponse dans un tableau. Ce qui est intéressant, ça n'est pas vraiment cette épreuve en soi, mais c'est surtout le profil des 3 participants que j'ai conviés. Le premier, c'est Benjamin Code. C'est un développeur senior spécialisé dans le développement web. Normalement, il devrait être comme un poisson dans l'eau. Mamed, lui, il travaille chez BNP Paribas en intelligence artificielle. C'est un autre développeur confirmé. La grosse différence, c'est que il n'a jamais codé de site. Et enfin, Arthur. Il a fait une école de commerce, mais est quand même sympa. Et surtout, il n'a jamais écrit la moindre ligne de code de toute sa vie. Ils auront tous les 3 accès à l'IA de leur choix pour les aider, et surtout un temps très limité. Il faut se rendre compte que vraiment 2 heures, c'est très peu pour n'importe quel projet d'informatique. Ça va? Arthur, comment tu le sens? Je suis chaud. Je suis super chaud. J'ai encore aucune idée de comment je vais m'y prendre. J'ai découvert VS Code voilà, il y a quelques heures. Et donc tu n'as jamais codé avant ça de ta vie? Que dalle. Ce sera très intéressant. Benjamin, comment tu te sens? Jamais trop bien dans ces épreuves limitées dans le temps en fait, parce que le développement, t'as toujours une couille qui peut te bloquer pendant un peu longtemps en fait. T'as fait depuis combien d'années que tu travailles toi dans le développement web? Vraiment officiellement que c'est mon métier, ça va faire 10 ans. Et toi Mamed, ça va? T'es serein? Bah, j'espère que ChatGPT va carry le game. Les consignes sont apparues au tableau. Voilà, durée 1h30, ChatGPT autorisé. On est vraiment à l'école. C'est ça. Et calculatrice aussi. La pression monte plus tout à coup. Ah, ça y est. Là, je suis chaud. La question c'est donc, est-ce que Arthur va trouver comment on code un site internet? Est-ce que visuellement ça va ressembler à un QCM? Est-ce que ça va marcher sans bug? Mais aussi, est-ce que Mamed va être aidé par ses connaissances générales en dev? Est-ce que grâce à l'IA, les connaissances peuvent comme ça se transposer d'un domaine à l'autre? Et enfin, Benjamin. Est-ce qu'il a vraiment intérêt à utiliser son IA au final? Est-ce que ça va pas juste lui faire perdre du temps? Eh bah, j'en sais rien. Le seul moyen de savoir, c'est de les observer. C'est parti. Cette expérience est possible grâce à notre sponsor BNP Paribas, avec qui on a imaginé ce concept. Si vous êtes dev, ingé et compagnie, et que vous cherchez un job aussi passionnant que celui de Mamed, eh ben sachez qu'il recrute en masse, 105 personnes actuellement là. Donc allez jeter un œil, ils lisent vraiment tous les CV, et surtout, dites-leur que vous venez de ma part, s'il vous plaît. Et d'entrée de jeu, on remarque des stratégies différentes dès le premier message. Par exemple, Arthur est très poli. Il dit « Bonjour, je suis un débutant en développement web et je cherche à coder un jeu à choix multiples. Est-ce que tu peux m'aider ?» Un ton très décontracté et pas vraiment de détails pour l'instant. Benjamin, lui, a décidé de tout simplement faire un copier-coller des consignes que j'avais soigneusement rédigées. J'y avais pas pensé, mais ça fonctionne. Il finit en demandant de générer le HTML et JavaScript en fonction des consignes. Mamed, lui, a décidé de parler en anglais. Et on reconnaît tout de suite ses habitudes d'ingénieur en intelligence artificielle. Parce que plutôt que de parler de lui, il va commencer par qualifier l'IA, c'est-à-dire la guider sur le comportement qu'elle doit adopter. Regardez, tu es un expert en développement de sites web. Tu m'aides à créer une page web pour un QCM, etc. En fait, cette formulation, son objectif, c'est d'augmenter d'entrée de jeu la qualité des réponses en aiguillant le modèle dans une certaine direction. On y reviendra. Mi-code, j'ai utilisé ChatGPT pour générer toute la...
l'archi pour me focus sur les trucs plus intelligents. D'accord. Ok, intéressant. Je savais même pas que c'était possible. Mais si vous êtes dev, vous savez qu'un endroit où on perd toujours énormément de temps, c'est au début de son projet. Quand il faut décider de l'architecture, du code, des librairies qu'on va installer, etc. Et bah maintenant, Copilot peut s'en charger pour vous. Regardez. C'est magique. Et on va voir ce que fait Arthur. Alors voici le code de mon site. Il y a un problème car il ne fonctionne pas. Donc là, on peut voir la stratégie d'Arthur. Stratégie qui consiste à dire « ça ne marche pas ». Bon, comme on pouvait s'y attendre, « ça marche pas » n'est pas un message assez détaillé pour aiguiller ChatGPT. Mais bien essayé. On va voir que Mamed, dans une situation similaire, va avoir un autre réflexe. Un réflexe de développeur. Il a aussi un bug. Les questions de son QCM ne s'affichent pas. Mais lui, tout de suite, il va chercher où se trouve la console, l'endroit où les éventuelles erreurs sont affichées. Et bingo, il obtient un indice. Impossible de lire la propriété undefined. Bon, c'est pas très clair. Mais plutôt que de rester bloqué des heures comme n'importe quel débutant, il va aller chercher la ligne 118 qui pose problème. Et il va la redonner à ChatGPT en même temps que son erreur. Et voilà, problème réglé en 60 secondes. J'ai découvert un truc assez marrant, c'est que là justement dans le prompt que tu lui donnes, si tu lui donnes pas la possibilité d'avoir tort, il va toujours vouloir avoir raison. Donc si tu lui dis « trouve-moi quelle est la commande pour faire tel truc », il va t'en inventer une. Il va te dire « ah oui, il faut faire comme ça, elle existe, etc. » Exactement. Si tu lui dis par contre « essaye de me trouver la commande que je cherche dans la doc et si elle n'existe pas, tu peux me le dire, t'as le droit, c'est pas grave. » Parce que souvent il est comme ça, et c'est comme quand il fait une erreur, il va te dire « ah, il s'auto-flagelle, il est là, ah désolé, je suis vraiment désolé. » Ça, c'est hyper important. Il est extrêmement rare qu'une IA décide d'elle-même de vous envoyer bouler. Elle préférera toujours inventer pour sauver la face, entre guillemets. Regardez par exemple ce qui est arrivé à Arthur. Une fois qu'il avait une version fonctionnelle de son quiz, il a voulu améliorer l'esthétique. Mon site est moche actuellement. J'aimerais le rendre plus joli et facile à utiliser en m'inspirant du site brilliant.org. Connais-tu ce site d'apprentissage en ligne ? Il lui parle comme une grand-mère un peu. Mais c'est intéressant, on peut se dire après tout, pourquoi pas ? Donner un exemple est souvent bien plus efficace que 1000 mots. Sauf que ce que Arthur ne sait pas encore, c'est qu'il est sur le point de se faire totalement entuber. Et qu'il est en fait strictement impossible que ChatGPT sache interpréter le message « un joli site » comme brilliant.org. On va s'arrêter là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant pour illustrer la compréhension assez floue que beaucoup de gens ont de ce qui se passe dans le cerveau d'un modèle de langage. En fait, ChatGPT n'a pas d'yeux. Il n'a jamais rien vu de toute sa vie. C'est un expert de la langue, des mots. Mais pourtant, si on demande un joli site ou un prompt mid-journée superbe, eh ben ça marche. C'est vrai ça. Alors comment ça se fait ? Ce que ça veut dire, c'est que dans la gigantesque base de données de texte qui a servi à l'entraîner, il a vu énormément de codes différents. Il a sûrement vu plein de sites open source sur GitHub avec certaines fonctions utilisées, qu'il a peut-être associées avec des noms de marques, dont les gens ont dit sur Twitter que leur site était beau. Peut-être. Ce qui a pu finir par lui faire associer le concept de beauté avec un certain type de code. Point barre. La seule chose que ces modèles sont capables de faire, c'est des rapprochements conceptuels, des statistiques entre des mots, à un tel niveau que on en vient parfois à en douter. Mais si ChatGPT sait qu'un carré a des angles droits, ça n'est pas parce qu'il l'a constaté d'un point de vue sensoriel, comme nous. C'est parce qu'il l'a appris par cœur, en lisant des bouquins de maths. Un exemple de ça qui sera plus parlant, c'est si on lui donne une énigme avec des engrenages. Par exemple, j'ai 5 engrenages disposés en cercle de sorte que le premier soit en contact avec le dernier. Est-il possible de tous les faire tourner en même temps ? Alors là, vous réfléchissez normalement, un enfant de 5 ans trouve la réponse avec le temps qu'il faut, mais ChatGPT n'y arrive pas. Tout simplement parce que pour résoudre cette énigme, il faut une compréhension physique du monde, ce qu'un modèle de langage ne pourra jamais avoir. Donc, si on revient à Arthur, quand ChatGPT lui répond « Je connais Brilliant », leur site a une interface claire avec principalement des couleurs blanches et bleues. Faisons pareil. Eh bah, c'est tout simplement un hoax. En fait, le vrai site, il est vert. Mais ça, impossible pour lui de le savoir. Surtout quand le site n'est pas sur GitHub. Il est en train de faire un mail. Alors, Il est actuellement en train de générer des chaises. ouais.
Écoute, Pourquoi pas, un quiz sur les chaises. Bah ouais, différents- peut-être. Je peux Oui. mettre des petits points Ouais, sur l'originalité. On voit qu'il est en train. Oh là là, j'adore. Non mais j'adore. Franchement, c'est exactement ce que j'aime. À savoir les chaises qui volent. Voilà. C'est relativement génial. Je crois que dans le chat, ça disait que voilà, Arthur a fait un truc propre, même s'il fait 300 lignes de code pour ça. Oh, mais c'est clair. Mais oui, mais ça commence à... Et c'est marrant parce que ça ressemble à ce que fait Benjamin. Alors, je sais pas s'ils se copient l'un l'autre ou si c'est les IA qui, tu vois, qui donnent le même type de code, en fait. On peut voir d'ailleurs que la nouvelle fonction Continue Generating, Mhm. ça sauve la vie avec du code, parce Ouais. qu'avant, dès que Oui, justement tu t'arrivais faisais à la un fin. fichier gigantesque, il s'arrêtait au milieu. Mais alors que les autres avancent à toute vitesse, notre étalon, notre tête de série Benjamin, a un gros problème. Avec Benjamin, il s'est exactement passé ce que je pensais, à savoir que son code est pas du tout adapté à interagir avec l'IA. Oui, il est parti vraiment... Et donc, en gros, il a mélangé des choses que lui, il a fait, que lui, il connaît avec le prompt de ChatGPT. Et donc, ça fait un mélange. Et en gros, là, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il est un peu bloqué. Est-ce qu'il aurait pas eu intérêt à pas du tout l'utiliser, justement? Moi, c'est ce que je me dis. Bah, l'un ou l'autre, pour moi. C'est-à-dire que pour moi, il était sur un entre-deux. Il a peut-être eu les défauts du code manuel et les défauts de ChatGPT. Un truc que je vous ai pas encore dit, c'est que moi aussi, j'ai fait l'épreuve. Quelques heures avant tout le monde, histoire de vérifier si l'exercice était faisable dans le temps imparti. Non seulement je suis pas peu fier du résultat que j'ai eu, que je vous montrerai à la fin, mais surtout ça m'a permis de comprendre assez vite quelle est la mauvaise décision que Benjamin a prise au tout début du projet et qui l'a foutu dans la mouise. Je vous explique avec un schéma. Ça, c'est un site web pour un petit compteur. On utilise en général 3 langages différents. HTML pour la structure du site. Le bouton est un enfant de la boîte qui est un enfant de la page. CSS pour l'esthétique. Le style du bouton, c'est bleu avec du texte blanc et des bords arrondis. Et enfin, JavaScript pour la logique. Quand je clique sur le bouton, il se passe des trucs. Pourquoi 3 et pas 1 ou 4 ? Eh ben aucune idée. Mais du coup, les sélecteurs CSS ici, eh ben ils peuvent désigner tout plein d'endroits dans le HTML ici. Pareil pour le JavaScript qui peut modifier tout plein de trucs ici et ici. Et en fait, dans beaucoup de projets, il n'y a même pas 3 fichiers parce qu'on les découpe en plein de tout petits bouts. Regardez celui de Benjamin par exemple. Et ça peut paraître anodin, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Il faut vraiment se dire que ChatGPT a une certaine capacité de raisonnement qui lui permet de résoudre des problèmes de moyenne complexité, comme une barre de mana dans un jeu un peu. Tout l'objectif, c'est de trouver comment découper le gros problème en moyen problème. Or, avec 3 langages différents assez verbeux où un même élément peut être mentionné 50 lignes plus loin, il faut un effort conséquent d'entrée de jeu. Voilà, rien que pour comprendre le code et recoller les concepts. Et c'est un peu comme si la barre de vie était déjà à moitié consommée avant même d'avoir commencé à travailler. Alors comme ça, il pourra seulement résoudre des petits problèmes. En gros, plus votre input est simple et concis, plus il pourra faire des trucs intelligents. Et pour notre site web, concrètement, il est en fait possible de passer de ça à ça. Ça paraît complètement magique, mais ces 2 codes font strictement la même chose. Sauf que il n'y a plus de séparation des concepts. En lisant une même ligne, l'IA peut comprendre que c'est un bouton, qu'il est bleu et qui sert à faire +1. Et surtout, on économise énormément de mots et donc de la puissance de cerveau. Tout ça, c'est grâce à des outils magiques qui s'appellent Tailwind et Alpine.js. Je laisserai les plus curieux jeter un œil. Mais le plus important à comprendre, c'est qu'on a simplifié la tâche de ChatGPT pour décupler ses capacités. Moi, je vais aller voir du côté de Benjamin, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Moi, je suis déçu qu'il n'y ait plus le beau bouton. À un moment dans le truc, on avait un beau bouton un peu en style... Mais je pense qu'il va revenir en vrai. Oh là là, attends, mais on va voir ce qui est en train de se passer. J'ai envie de voir ça de plus près. Mais ça commence à être très stylé. Je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait plus la chaise qui vole en bas, mais bon, peut-être qu'elle est sur la page d'accueil encore. En tout cas, ils sont bien concentrés. Là, je vois que il y a juste Arthur, je crois, là, qui réfléchit là. Ouais. Là, je sens la brain power. On voit la fumée. Et la fumée qui sort de leurs oreilles. Ah, alors là, ça rejoint exactement ce qu'on disait. C'est drôle. C'est-à-dire que Arthur, ici présent, a recherché dans DeepL. Comment on dit merde en français. Je suis mort de rire.
Il faut pas se moquer, voilà, moi aussi ça m'arrive d'oublier des mots dans ma propre langue. Mais plus sérieusement, ça amène une question intéressante. Est-ce que le fait de parler en anglais ou en français ou les deux en même temps change quoi que ce soit aux performances d'une IA? Eh bah, il semblerait que ce soit une question de taille. Regardez, dites-vous que le cerveau d'un chatbot, ça ressemble à ça. C'est joli, hein? Chaque petit point correspond à un mot. Je peux aussi les afficher directement. C'est un bon outil pour comprendre comment l'IA transforme chaque mot en un vecteur mathématique. Bon, c'est imagé parce que GPT n'utilise pas 3 dimensions, mais plutôt 12 288. Quand même, ça permet de capter des choses. Par exemple, si on cherche roi, on peut voir que les points les plus proches de ce mot sont reine, trône, empereur, etc. Les modèles récents vont même encore plus loin. Ils ont des tokens qui font seulement quelques caractères qui leur permettent de comprendre des mots qu'ils n'ont encore jamais vus. C'est pour ça que vous pouvez faire des fautes, ça changera probablement quasiment rien au calcul vectoriel. Même chose pour la langue. À partir du moment où la base d'entraînement contient suffisamment de français et que le modèle a une taille critique qui lui permet de généraliser les concepts, comme GPT-4, et bah pour lui, ça change pas grand chose en fait. Un autre problème qui se pose quand on essaye de faire coder les IA, c'est l'obsolescence. En plus, quand on a pas mal de technologies qui se parlent les unes avec les autres, c'est les versions aussi. Parce que ces modèles-là, ils sont entraînés jusqu'à septembre 2021, un truc comme ça, ce qui commence à remonter un petit peu. Et si tu commences justement à faire un projet avec Vite, qui est le nouvelle techno, le petit truc, le dernier machin et tout, mais que lui, en fait, il sort encore du code de la V0.9. Bah là, ça peut commencer à patauger. C'est hyper intéressant. Non mais c'est hyper intéressant. Et là, tu relèves un point qui est pour moi ultra important, effectivement. C'est l'obsolescence des modèles au fur et à mesure du temps. Entraîner des modèles de la taille de GPT-4, ça coûte une fortune. Donc c'est des mois et des mois d'entraînement sur des centaines de GPU à 20 000 euros. Et donc ça pose une vraie question sur comment régler ce problème-là. Tu as plusieurs stratégies. Première stratégie, tu dis avant ton projet, j'aimerais utiliser tel et tel module, telle et telle fonctionnalité, telle et telle API. Je te donne la documentation dans ton contexte, comme ça tu sais comment elle marche. J'utilise de toi tes connaissances générales et ta capacité à comprendre le code, et maintenant on travaille ensemble. La deuxième technique, comme tu dis, c'est d'essayer au maximum d'utiliser des vieux modules, et d'utiliser du coup des langages qui bougent peu, parce qu'en fait au développement tu vas y gagner du temps. Une troisième piste pour rendre les modèles de code moins obsolètes, c'est de les entraîner beaucoup plus souvent. Ça peut paraître contradictoire parce que je viens de dire que GPT-4 a coûté 100 millions à entraîner. Mais depuis, on a des modèles de taille beaucoup plus raisonnables comme Wizard Coder, 138 fois plus petit qu'on peut spécialiser sur des tâches spécifiques pour seulement quelques centaines d'euros. Donc peut-être que l'avenir, ça n'est pas d'avoir des mastodontes qui apprennent une fois tous les 3 ans, mais plutôt d'avoir des petits modèles qui apprennent à comprendre le code de votre entreprise toutes les semaines par exemple. Ce serait ouf. Ah, on a un petit compteur là. Oui, on a un petit compteur et moi j'ai un peu peur parce que je vois que ça tente des trucs un peu de dernier moment. Ouais, là c'est le... Ouais, ça tente des trucs de dernier moment à droite à gauche. Typiquement, on a tenté de mettre une barre de progrès chez Mamed. Et j'espère surtout qu'il va avoir le temps de terminer. Ah là, on a une erreur. Aïe, 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 aïe. Ah, ça c'est pas le moment de rajouter la petite erreur JavaScript qui fait planter toute l'appli là. Terrible. Aïe 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 aïe. Oh non. Ah, c'est fini. Oh non. Je vois que ça a tenté des trucs un peu au dernier moment. Ça va, vous regrettez pas? Moyen, ça va. Et vous, ça va? Ça s'est passé comment? Petit feedback à chaud là? Alors je pense que je n'ai impressionné personne, mais moi je me suis impressionné. non. Sur ce que j'ai réussi à faire là en 1h30. C'était très stylé. Moi, je suis impressionné de ce que j'ai vu là. La dernière fois que j'ai autant appris en 1h30, je sais pas quand c'était. T'as l'impression d'avoir appris? Ah ouais, de fou en fait. Au début, je pensais que je serais juste à l'aveugle en train de copier-coller des trucs. Et ça a marché dans les 15 premières minutes. Et après, quand j'ai voulu ajouter des fonctionnalités ou des machins, au début, j'ai tenté de lui demander, voilà mon code, réécris tout en me donnant, en ajoutant ça. En fait, j'étais obligé d'aller, il me donnait plus tout le code en entier, il me donnait que des portions. Il me disait, bah, c'est que ça que vous devez aller modifier. Et du coup, j'étais obligé. Mais peut-être tu pouvais lui demander, tu pouvais juste lui demander, réécris-moi tout à chaque fois. Mais parfois, il faisait ça. Il le fait. Et parfois, il le faisait pas. Mais du coup, ça m'a forcé à aller voir dans le détail, comprendre comment les trucs étaient agencés. Et du coup, sur la fin, j'ai fait beaucoup plus rapidement que le premier truc parce que je m'y retrouvais dans le code. Il doit sûrement y avoir des limites parce que, effectivement, dans les faits, j'ai très peu tapé de lignes de code et il y a beaucoup de copier-coller. Je pense qu'en termes de compréhension de la logique, de comment ça fonctionne, l'architecture et tout, j'ai l'impression de... Et surtout, en fait, je pense que c'est beaucoup plus simple de lire le code que de l'écrire. Ouais. Là, demain, tu te mets devant un projet en mode « je ne connais rien des technologies et je dois créer quelque chose ».
il y a encore 6 mois ou 1 an, c'était juste impossible. Quoi. Ouais. Je te propose, Benjamin, de nous montrer ton résultat et de me faire un petit commentaire et ton feedback en même temps. Je voulais éviter d'utiliser Tailwind et Bootstrap, non pas parce que j'aime... Enfin, Bootstrap, je déteste certainement, mais Tailwind, j'aurais pu le faire avec Tailwind, ça aurait simplifié les choses, mais... Ça m'aurait d'emblée donné une gueule à mon design, une gueule Tailwind un petit peu. Et ça, je voulais un petit peu éviter. Je me suis dit que j'allais avoir un petit peu de temps pour développer un joli truc. Finalement, j'ai quasiment pas eu de temps pour développer un joli truc, donc je me suis plus tiré une balle dans le pied en faisant ça. Je voulais faire un truc en néomorphisme, etc. Tu vois, je m'étais chauffé, je me dis vas-y, ça va être stylé de développer ça va être beau gosse. J'ai pas réussi, un truc à foirer. ChatGPT m'a sorti un bouton immondissime, donc j'ai fait bon vas-y, il connaît pas le néomorphisme, c'est une galère sans nom, donc ça m'a foutu dans la sauce à ce niveau-là. Je me suis dit ok, j'ai pas Tailwind, et je me suis tiré 1000 balles dans le pied, et là repartir en arrière ça devient chiant, je sais pas combien de temps il me manque, donc du coup je suis reparti sur mes connaissances de base, j'ai tenté de faire un truc qui était assez agréable à utiliser. J'ai grossi par exemple les zones de survol des questions, tu vois, c'est des petits détails, mais tu vois quand t'es là, il faut pas que t'ailles extrêmement sur le truc pour que ça soit agréable, tu peux être, voilà, donc j'ai essayé de faire une sorte du X agréable à utiliser, mais maintenant c'est pas le plus beau questionnaire de la galaxie, c'est pas le plus fun, voilà, j'ai pas eu le temps de faire des trucs plus stylés que ça. Et on passe à Arthur, est-ce que tu veux nous montrer du coup, je voulais éviter exactement ce design-là. C'est vraiment en Bootstrap, je savais à 100% que ça allait avoir cette gueule, je voulais pas, mais pour le coup, par contre pour toi c'est trop stylé. Pour l'exercice, très malin. Mais en fait, mon focus au début, ça a été d'avoir effectivement le jeu fonctionnel d'abord. J'ai d'abord visé le truc qui marche avec un bon score, qui était pas évident au début. Et du coup, après, j'ai juste implémenté des petites améliorations une par une. Et donc, il y a des trucs qui marchent pas très bien. On est obligé de cliquer sur la boule. Ouais, typiquement, ce genre de petits comportements. Non, mais c'est hyper bien que tu l'aies. C'est des petits comportements en fait que ça prend un petit peu de temps à fixer, mais ça contribue tellement fort à l'expérience utilisateur final. Mais même en testant, j'étais là, mais ça marche pas. C'est vrai qu'on dirait que tout ton bouton là il marche. Bah ouais, mais en fait non. Mais c'est ça. Mais j'étais là, est-ce que je me lance dans la modification de ça? J'ai préféré donner la priorité à des petites fonctionnalités, genre un petit timer. Je trouvais ça plus marrant à ajouter le over effect sur le bouton. Très stylé. Et là, si tu cliques, ça passe à la suivante du coup. Ok, ça fonctionne, tout va bien. Et je vous propose qu'on passe à Mamed. Est-ce que tu veux nous montrer? Mamed, j'ai pas vu ton truc. J'ai entendu rigoler et tout, j'ai entendu plein de trucs. J'ai eu des tentatives de design incroyables. Ouais, bon, le problème c'est qu'en plus je finis pas avec une seule version mais 2 versions. Je vous explique pourquoi, mais ok, intéressant. Premier truc, je fais ça. Et ça marche. Oh pétard. C'est gros site des années 90. C'est le premier truc qu'il m'a... En gros, il m'a sorti juste le texte et les questions. Et du coup, je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je me suis dit, comme je me suis mis à rajouter des éléments. Et là, au fait, j'ai un truc qui marche. T'arrives à la fin, il a calculé ton score, tout ça. Pour l'instant, en termes de design, c'est mon préféré. Je vous le dis tout de suite. Et du coup, après, je me dis, bon, effectivement, il faut peut-être travailler le design, changer quelque chose. Et du coup, j'ai refait ça. Et là, on peut déjà immédiatement voir le premier problème. Mais... Non, mais la barre de progrès, c'est une bonne idée. Mais il fallait la mettre en bas. Ouais. C'était donc ça sans le score affiché. Parfait. Bon, il y a le petit score qui traîne. Ouais. Mais effectivement, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et bah, franchement, je m'y attendais vraiment pas. Qu'on ait 3 sites fonctionnels clean à la fin, c'était quand même loin d'être évident. Alors, est-ce que les devs comme Benjamin vont se retrouver au chômage? Et bah, malgré le résultat de cette expérience, je crois qu'on en est encore quand même très loin, pour 3 raisons. D'abord, que ce soit pour Arthur ou Mamed, leurs avancées pendant les 15 premières minutes ont été fulgurantes. Par contre, ensuite, comme ils n'avaient pas une compréhension fine de leur programme, chaque petite fonctionnalité a été de plus en plus difficile à rajouter. Par exemple, si là je demande à Arthur de plutôt vérifier les bonnes réponses sur un serveur, je crois qu'il n'y a plus personne. Ensuite, coder un truc très simple en 2 heures, c'est exactement l'inverse de ce que fait le développeur moyen, qui passe plutôt très longtemps à naviguer dans des architectures tentaculaires pour résoudre des tâches complexes. Et enfin, c'est quand même marrant de voir que Arthur ne s'est pas fait livrer son projet sur un plateau d'argent. Le seul moyen qu'il a trouvé pour corriger ses erreurs, c'était en fait d'apprendre le dev, dans une certaine mesure. Donc, à la limite, la seule chose qu'elle risque de faire, ces IA, c'est d'augmenter le bagage technique de tout le monde. Ce qui est plutôt chouette, en fait. Bon, il est temps de vous montrer ma version. Et... tada! Pas mal! Moi, je suis content. Et ce que je vous propose, c'est que, tout en découvrant ma version, on tente de répondre aux questions. On participe au quiz. Ça marche? Allez, c'est parti. Quel est le nom du premier ordinateur électronique construit en 1946? ENIAC, EDVAC, UNIVAC ou Terminator? Et là, t'as demandé à ChatGPT de générer à chaque fois une question con, enfin une réponse con. Ouais. Mais t'as pas fact-checké ChatGPT? Non, pas du tout. Ça se trouve, il y a des trucs faux. Hein. UNIVAC.
Univac. Réponse du chat. Moi j'aime bien Terminator. Réponse du chat, c'était pas il bon. s'est trompé. C'est pas ça. ENIAC. Et vous avez vu sa meilleure Ouais. Le rouge et tout, ça vient, c'était franchement Et Lever. vous avez vu cette fonction? Ouais, c'est bien, c'est stylé, c'est stylé. Quel est le nom de l'algorithme de recherche de Google? PageRank, Googlebot, Bing ou jus de cerveau? Qu'est-ce que. C'est PageRank. PageRank, hein, ouais, d'accord. Ouais, et non pas jus de cerveau. Quel langage de programmation a été créé par Yukihiro Matsumoto? Ruby, JavaScript, Python ou Java? Moi je dirais Ruby, mais... Ouais, moi aussi. Je crois que c'est pas ça non plus. Non, Je sais pas. c'est Ruby par élimination. Ouais, c'est Ruby. Let's go. Ok. Quelle est la principale utilisation du langage de programmation R? Le développement web, le calcul scientifique, l'intelligence artificielle ou la création de mèmes? C'est pas la création de même, c'est pas le Vas-y, développement vas-y, web, vas-y. c'est pas Vas-y, du fais attention sur le calcul scientifique, mais Ouais. Vas-y. C'est bon. Allez, c'est bon, c'est bon. En tout cas, n'hésitez pas à aller essayer le jeu dans la description et tester votre culture informatique. Également, allez jeter un œil au job dispo chez BNP Paribas et partagez-moi vos théories sur le futur du dev en commentaire. On discutera de tout ça et je vous dis à la prochaine. C'était Micode. Salut!